va avoir l'impression que c'est beaucoup changé. C'est vrai. Ça y est, oui. Voilà. À la base, je vous avais dit qu'on avait un peu d'aménagement, donc on avait un peu de mal à se situer dans le secteur. On était beaucoup sur des couches de remblai assez épaisses et qu'il fallait un peu comprendre. Notamment, on avait une portion de mur en fait qui était à peu près, qui se coupait là, ici, et qui se perdait par ici. Et donc on a essayé de se baser sur ça pour essayer de trouver un bâtiment pour avoir des niveaux plus faciles à lire. Donc là, ça fait partie des choses qu'on a fait, notamment on a aussi poursuivi le sondage ici. Je peux parler du sondage tout de suite. On est descendu quand même pas mal, on a descendu une vingtaine de centimètres quand même au nord. Il n'y a rien. Voilà. Bientôt on arrive au bas du mur, tout va bien, rien à voir. C'est bon, donc le problème ça va être plutôt au sud du sondage où on commence à apparaître sur un niveau, c'est à confirmer, mais qui est assez généralisé en fait. J'ai pris les altis et en fait on est sur un niveau très similaire à ce qu'on va retrouver là et qui va aussi arriver là et qui va probablement aller sous cette grosse couche argileuse qu'on a un petit peu descendu ici mais qui est déjà sous le radier. Donc c'est déjà trop étendu peut-être pour le traiter cette année malheureusement. Et donc on s'est d'abord appuyé sur cette structure là. On a fouillé de part et d'autre. Ici on avait encore un grand remblai cendreux qui recouvrait la voie, qu'on a aussi purgé dans le dernier triangle que vous avez là. On tombe, on retrouve les niveaux très compacts, très resserrés de mobilier qui fonctionnent probablement avec ce qu'on a en fait plus bas. Hein. Malheureusement, on n'a pas trop les couches associées au mur. Le mur que vous voyez là, au début, on pensait qu'il faisait une abside en fait par ici, mais on était un peu, c'est cet amalal qui nous a trompé un peu, mais il est bien rectiligne en fait, et il file sous la berme, même si à partir de là, déjà, il est moins bien conservé. Et donc on l'a poursuivi, donc il est bien conservé, donc maintenant dans la partie qu'on a là. Malheureusement, il commence aussi à être bouffé de ce côté. Et là, bon, on a l'impression que peut-être on peut avoir un début de courbe, mais c'est vraiment pas net du tout. Donc oui, peut-être que sur deux galets, ça s'incurve, mais après, bon, c'est compliqué puisqu'on n'a plus les galets ici. Et donc ici, on essaie maintenant de travailler de ce côté-ci, côté nord-est. Et on essaie de purger en fait des niveaux qui vont avec ce que fait Fifi. Et on essaie de voir si potentiellement on aurait une suite du mur ou pas. Donc ça va être les objectifs un petit peu de la fin, c'est essayer de voir si ce mur s'incurve ou pas. Oui, donc ici je vais faire la présentation du secteur en deux temps. Je vais d'abord vous parler des architectures et ensuite de ce qu'on observe entre les murs. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc d'abord en ce qui concerne l'architecture, je vais le faire en chronologie inversée. Hein. Je vais commencer par ce qui est le plus récent et ensuite je parlerai de ce qui est plus ancien. Donc parmi les éléments récents et qu'on considère être les plus récents du secteur, l'existence d'un grand bâtiment rectangulaire qui fait 8,50 m de large, donc pour son petit côté, et pas loin de 11,20 m de long pour son grand côté, avec une partition centrale, donc un bâtiment bipartite, séparé en deux pièces strictement égales. Donc ça, c'est pas de la nouveauté, hein, on en avait parlé déjà lors de la première visite. La particularité de ce bâtiment, à la différence de ceux qu'on observe ailleurs sur le site, ou en tout cas dans la partie centrale sur les secteurs 2 et 3, on est dans le cas d'un bâtiment fondé. C'est-à-dire que les alignements de gros blocs que vous voyez, il y a plusieurs indices hein, qui laissent à penser ce type d'aménagement. Et le premier, comment asseoir une élévation de briques sur une surface aussi bosselée,
ça paraît un petit peu compliqué. Donc ça fait partie des indices. Et en termes de stratigraphie, à des endroits où ça se voit très très bien, le fait que ce niveau incendié gris ait été percuté par le creusement de la tranchée de fondation, à l'intérieur de laquelle, dans un deuxième temps, sont positionnés ces blocs, eux-mêmes calés par des petits moellons de basalte. Donc pour l'architecture de ce bâtiment, à part son architecture justement, on est bien en peine de trouver les niveaux d'occupation associés. Et à ce jour, l'hypothèse serait que les niveaux d'occupation, donc comme on est dans le cas d'une fondation, hein, au même titre que les maisons actuelles, les niveaux de fondation sont sous nos pieds, on serait dans le même cas de figure avec des niveaux d'occupation qui se trouvaient probablement plus hauts et qui ont été labourés au moment des mises en culture modernes. Donc ça m'amène à parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, en termes de chronologie, revient à considérer que tout est plus ancien. Donc des vestiges finalement sous mes pieds et dans les pièces du bâtiment qui n'ont rien à voir avec le bâtiment. Si on se penche un petit peu sur ces vestiges, et c'est là que le casse-tête commence, on va essayer de démêler certaines choses d'ici la fin de la campagne, mais c'est clairement pas évident. En termes de présentation de vestiges, un linéaire, un creusement dans un axe différent de celui du grand bâtiment, donc qui lui est plus ancien, puisqu'il a été recoupé par la tranchée de fondation de ce grand bâtiment, et qui recoupe également un mur, donc qui lui est constitué de moellons de basalte et de galets, qui serait lui-même plus ancien que ce linéaire jaunâtre argileux qui est venu percer le niveau gris. Donc voilà un petit peu la logique selon laquelle on réfléchit sur ce secteur. Et si on regarde un petit peu les orientations des différents vestiges, donc notamment ce mur, alors il est bâché, je peux vous le montrer aussi, mais il y en a un second qui se trouve à peu près dans cette orientation-là. Grosso modo, avec les lambeaux de mur dont on dispose, on essaye de trouver les ensembles qui pourraient être circonscrits par le grand bâtiment. C'est pas évident, puisque là, si on projette la continuité de ce mur qui est légèrement désaxé par rapport à celui du grand bâtiment, on se trouve pile dans la tranchée. En fait, la tranchée d'épièrement du grand bâtiment a pris ce mur désaxé en écharpe. Et donc, en même temps que l'épièrement du grand bâtiment, ce petit muret se trouve lui aussi épierré. Donc voilà, c'est à partir de petits lambeaux qu'on raisonne. Cela étant, en réfléchissant un peu avec les angles et la projection de ces linéaires et de ces murs, peut-être, avec beaucoup de guillemets, qu'un ensemble pourrait se dessiner entre ce mur-là dont je parle depuis tout à l'heure et celui-ci qui place le four à peu près au centre et qui est une hypothèse séduisante. Voilà, maintenant il y a des choses qui restent à prouver. La chose intéressante sur ce secteur aussi, c'est la densité de foyers au mètre carré, puisque là on commence à trouver que ça fait beaucoup. Donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter ces deux-là. À la fois un foyer avec sa sole qui est conservée, puis un second sans la sole. Donc on voit apparaître le radier de petits gravillons et les zones rubéfiées rouges et jaunes. Deux autres foyers, alors on peut se demander si ces foyers fonctionnaient par deux, puisqu'il y a un couple à cet endroit-là, et dans un état un peu moins
dans un sale état, voilà. Un second couple avec un petit foyer ici dont on voit seulement le radier, et un second dont la sole a été arrachée par un coup de godet sauvage au moment du décapage, et probablement aussi par la mise en place de ce mur qui paraît être postérieur à ce foyer. Il me semble que c'est à peu près tout. Pour ce qui est de la fouille en particulier, et des choses mignonnes. Donc il y a un col d'amphore de Marseille avec une petite céramique écrasée qui se trouve dans une fosse qui est comblée par un sédiment presque identique à celui de la tranchée d'épièrrement. Donc voilà, peut-être des choses au moment de l'épierrement, on peut, en ayant un peu d'imagination, si c'est des gros blocs qui se trouvaient dans la tranchée par des effets de levier, ou en tout cas au moment de la récupération, on peut imaginer que les bordures ont été un petit peu abîmées, alors là on pourrait être dans ce cas de figure. Et puis par contre à certains endroits, des couches de destruction particulièrement riches, et ces traces encore d'incendie, avec des adobes et des fragments d'adobes rubéfiés, donc qui apparaissent rouges et noirs et qui ont été bien durcis par le feu. C'est le cas ici aussi, donc avec Mathilda qui est en train de détourer les choses, mais des limites assez nettes qui dessinent une adobe qui probablement est presque entière, avec des fragments autour. Et c'est le cas également, vous avez la version humide et la version sèche ici présente. Donc des petits éléments sur lesquels on s'amuse en fouille fine. Et pour finir par le clou du spectacle que tout le monde connaît bien ici maintenant, et Alexandra d'autant mieux, un petit four, probablement culinaire, avec une sole extrêmement bien conservée. On imagine une couverture en forme de cloche, hein. On s'interrogeait sur l'entrée aussi au départ de ce four, ou en tout cas la zone où on enfournait les choses à cuire, donc qui se trouverait clairement dans cette partie-là. Parmi les petites nouveautés, le fait qu'on ait descendu autour de ce four et aux abords des tessons légèrement inclinés qui paraissent filer sous la sole. Donc en toute hypothèse, on peut imaginer un radier peut-être mixte, ou en tout cas 2 radiers avec des tessons et des galets qui eux-mêmes permettent ou ont permis à un moment donné d'asseoir la sole. Et les parois de la cloche, hein, conservées sur presque 10 cm, ce qui est assez rare. Et ce qui se trouve à l'intérieur seraient les vestiges probables de l'effondrement de la cloche. Bon, pas entièrement, hein, puisque ça représente trop peu, mais en tout cas d'une partie de la cloche et des parois de cette cloche qui auraient fondu à l'intérieur, qui se trouvaient assez peu localisées à l'extérieur, mais vraiment plutôt circonscrits par les parois conservées. Et autour de ce four, donc la proposition d'un dessous de plat par Axel Covin, si je ne m'abuse, avec cette petite portion de céramique écrasée. Une nouveauté du jour, un tesson, probablement d'amphore, planté à côté de la paroi aussi. Donc là, ce qu'on va essayer de faire sur les prochains jours, c'est d'établir la chronologie relative entre le foyer qui se trouve derrière moi et le four, au même titre que ce que disait Alexandre pour son secteur.
On a envie de penser qu'ils peuvent être contemporains. Maintenant, on sait que sur ce site abaissant, les stratigraphies sont fines et c'est seulement en venant chatouiller un petit peu l'espace entre les deux qu'on arrivera à comprendre la relation et mettre toujours plus en évidence les abords immédiats de ce four pour essayer d'avoir des indices supplémentaires quant à sa fonction et à l'ensemble avec lequel il fonctionne. Le coup ici est de comprendre l'organisation des structures de manière générale. Donc je vous avais expliqué qu'on avait ces 3 murs parallèles, dont un qui s'était fait épierrer partiellement, qu'on a probablement trouvé la suite. Bon, je reviendrai sur ces questions, mais en tout cas j'ai l'honneur de vous présenter Greux 51. Le grenier ibérique semble se confirmer quand même de manière très positive. On est arrivé au premier niveau d'installation en fait, de ce grenier qui se trouve là. Bon, Violaine l'a transpercé de ce côté à cause de moi, mais là on est passé en dessous. Hein. De l'autre côté non, mais il est un peu penché ce mur. Donc en gros là on est sur les niveaux, vraiment les premiers niveaux d'installation. Comme vous le voyez finalement il est assez bien conservé. On a 3 assises, bon peut-être qu'Alex va gentiment dépasser le record des 3 assises. Mais en tout cas on est arrivé très progressivement entre les murs sur les niveaux. Quand on est venu travailler du côté nord-est de ce grenier, bon, on va dire potentiellement grenier, au fur et à mesure qu'on est démonté des niveaux qui venaient buter contre ce mur, on est tombé très progressivement sur, il y avait quelques pierres qui sortaient ici et là. L'an dernier, on avait 2-3 pierres ici, 2-3 qui se couraient derrière. Et sous nos yeux ébahis, s'est ouvert un magnifique bâtiment. Et donc sous vos yeux ébahis, l'UNF 52, qui est donc constitué de au moins 3 côtés, d'un magnifique sol en galets. Donc là, on a un petit édicule qui est relativement modeste, 2,20 m je crois de large, contrairement au gigantisme des autres UNF. Mais le problème de cette UNF, c'est que bon, déjà elle a une architecture un petit peu étonnante, c'est-à-dire que vous le notez sans doute, autour des pierres, vous avez une espèce de gangue gravillonneuse en fait, qui vient l'enrober et qui plonge par endroits. Donc à des endroits j'ai fait des trous pour voir justement, et effectivement ce gravier il plonge quand même relativement bas. Donc on a une architecture un peu bizarre avec l'idée d'avoir un bâtiment peut-être assez massif à la base, en tout cas assez étonnant. C'est pas construit de la même manière qu'on a le grenier là, où on a le liant qui est vraiment graveleux. Là on a vraiment une chape tout autour. Donc cette UNF, son problème, c'est qu'elle s'est fait probablement entailler par la construction du grenier qui est postérieure, puisque comme vous le voyez, vous avez la tranchée d'épièrement. C'est pas nous qui avons creusé pour le plaisir, hein, évidemment, c'est venu entamer les niveaux de sol. Et très probablement, alors là, c'est le gros souci, c'est ici. C'est pour ça qu'on a mis Alexandre dessus, pour qu'il complique encore plus la situation en créant beaucoup trop d'US. On a en fait, au début, on était parti de l'idée qu'on avait le retour du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on avait notre gravier là orangé. Il venait tourner gentiment mignon, de manière tout à fait mignonne et sympathique ici. Et on s'est dit, bon très bien, on a le retour. En plus là, de ce côté, on avait aussi identifié des couches de gravier qui étaient légèrement incurvées ici. Et donc l'idée peut-être que le bâtiment s'arrête effectivement ici. Donc pourquoi pas voir le mur là, sauf que le mur, comme vous le voyez, il est plus large que ce qu'on a sur les 3 autres côtés. Donc le mur que vous avez ici, qui est probablement au même emplacement en fait que l'ancien mur, c'est très potentiellement en fait la suite quand même de celui-ci, mais qui se trouve en fait au même endroit. Donc il y a vraiment il y a eu un épièrement, puis une reconstruction ou un élargissement du moins, une sorte de superposition des murs. Donc voilà, on a pu, là l'idée maintenant, on a réussi à délimiter l'ensemble. On est en train justement de travailler sur les extérieurs pour finir.
Donc choper les les limites qui nous manquent du grenier ibérique. Là on travaille dans ce coin pour justement voir si j'avais des doutes sur l'extrémité de ces pierres ou pas. Donc on vient travailler ici. On est venu aussi un peu travailler dans l'angle nord-est. Pourquoi? Parce que là on avait, les années précédentes, on avait des couches et des couches de remblai qui venaient superposer à des couches d'occupation. Ces couches d'occupation on a eu au moins un foyer qui est en train d'être fouillé par Violaine, où en fait voilà, on a cette poche de gravier rouge, une magnifique sol extrêmement bien conservée, je vous rappelle, hein, je vous en ai parlé déjà. Donc ici c'est en train d'être fouillé, et à chaque fois c'était des couches de radier qui étaient extrêmement bien délimitées. Ici, et là on a probablement aussi autre chose qui vient en fait, qui file sous ça. Donc bon, là l'idée c'est vraiment de finir de traiter de cette zone et de délimiter les derniers éléments dans ce coin, parce que on avait le magnifique bâtiment qui sortait. Donc là aussi on essaye de finir, on va dire, les abords septentrionaux de ces deux ensembles qui vont, en gros, on va stabiliser là pour les 5 derniers jours. On a un peu de travail à faire, mais voilà. En gros on en est là, quoi. Et j'ai pas fait très long exprès pour que vous ayez bossé. Voilà.